Keep it steady. It's gone. Le micro de la journaliste n'arrête pas de glisser dans sa main parce que je saigne de l'oreille gauche et qu'elle l'a remarqué la première, avant moi, avant même que le sifflement ne se transforme en douleur. Nous sommes sur le parking du poste de garde forestier de Brasstown à 23h40, le 17 octobre 2020, et elle n'arrête pas de me demander de répéter ce que j'ai dit à propos de la vocalisation, et je n'arrête pas de lui dire que je ne l'entends pas bien. Et elle n'arrête pas de se pencher vers moi avec ce regard que les gens prennent quand ils pensent que vous mentez, que vous êtes fou, ou les deux. Le sang est chaud, il coule le long de mon cou, imprègne mon col, et mes jambes ne cessent de trembler bien que je sois appuyé contre le capot de mon pick-up. Elle veut savoir ce que je veux dire par 6 pieds, et je lui dis exactement ce que je veux dire. 6 pieds, peut-être moins. Assez près pour que je sente la pression de l'air changer, assez près pour que je puisse le sentir et l'odeur est encore dans mon nez en ce moment même, sur ce parking, se mélangeant à son parfum et au gaz d'échappement du véhicule du comté qui tourne au ralenti derrière nous. Elle me demande si je l'ai enregistré et je lui montre l'enregistreur Sony PCMD 100 qui a coûté 3000 $ à l'État. Elle me regarde appuyer sur lecture. Et nous n'entendons tous les deux rien d'autre qu'un rugissement de parasites distordus, comme un réacteur d'avion en train de lâcher. Puis le silence, puis ma propre voix qui crie, puis le bruit de ma chute au sol. Elle me demande si c'est tout ce que j'ai, et je lui dis que c'est tout, que c'est ma preuve, que c'est ce qui a détruit mon ouïe et m'a probablement sauvé la vie. Parce que la chose a pris la fuite après avoir crié au lieu de faire ce qu'elle s'apprêtait à faire avant de crier. Son caméraman filme toute notre conversation, je vois la lumière rouge et je sais de quoi j'ai l'air, je sais comment ma voix sonne, et quand elle me demande pourquoi je pense que le DNR de Géorgie croirait cette histoire, je lui dis que je ne pense pas qu'ils la croiront et que je ne pense pas que sa rédaction diffusera ces images. Et j'ai raison sur les 2 points. Parce que le reportage n'est jamais diffusé. Personne ne me rappelle. Et 3 semaines plus tard, je suis assis dans le cabinet d'un audiologiste à Atlanta et j'apprends que j'ai une perte auditive permanente dans les hautes fréquences à l'oreille gauche et un probable traumatisme acoustique. Et le médecin n'arrête pas de me demander près de quel genre d'explosion je me trouvais. Mais ça, c'est la fin, ou presque. Et rien de tout cela n'a de sens sans le début, sans comprendre ce que je faisais là-bas au départ et pourquoi je ne suis pas parti quand j'aurais dû. J'ai commencé l'inventaire des chouettes rayées le 12 octobre 2020, un lundi, en quittant mon appartement de Dahlonega juste après 17h100, avec une benne pleine de matériel et un thermos de café qui serait froid avant même que j'atteigne le premier point d'observation. La mission venait de ma supérieure, la docteure Helen Portman qui dirigeait le programme de surveillance de la faune du nord de la Géorgie depuis le bureau de Gainesville et avait une subvention à finaliser avant la fin de l'année fiscale. Les populations de chouettes rayées dans le Chattahoochee déclinaient depuis 3 ans sans que personne ne comprenne pourquoi, donc le protocole était simple. Établir 15 points d'observation le long de la Forest Road 42 et de la Forest Road 69, diffuser des cris de chouettes rayées depuis un haut-parleur portable, attendre 15 minutes, enregistrer toute réponse, répéter à chaque point, tout consigner. 5 nuits d'observation, 3 heures par nuit, rien que je n'ai fait une 20aine de fois auparavant dans d'autres districts. Hélène m'avait donné les coordonnées, les fichiers audio des cris, les fiches de données et un téléphone satellite. Car la couverture cellulaire au nord de Suche devient inexistante une fois passé le Woody Gap. La Chattahoochee National Forest en octobre est assez froide pour nécessiter plusieurs couches de vêtements. Mais pas au point que les ruisseaux gèlent. Et les arbres ont encore la plupart de leurs feuilles, ce qui donne à la forêt une impression de confinement qu'on ne retrouve pas en hiver. J'ai pris la Highway 60 vers le nord en passant par Suche, devant le petit groupe de maisons et l'école de Woody Gap, et j'ai tourné sur la Forest Road 42, juste au moment où le soleil passait sous la ligne de crête.
La route est en gravier et en argile, défoncée par les orages d'été, serpentant à travers des feuillus de seconde pousse et quelques peuplements de pins occasionnels. J'avais les points d'observation marqués sur ma montre GPS, une Garmin Fenix qu'Hélène insistait pour que tout le monde porte. Et le premier point était à 4,2 miles, juste après la bifurcation pour le Grassy Gap Trail. Je me souviens avoir pensé que la forêt semblait silencieuse, ce qui aurait dû être mon premier avertissement mais ne l'a pas été. Car le silence est normal en octobre, surtout au crépuscule, quand les oiseaux chanteurs se sont tus et que les animaux nocturnes ne sont pas encore en mouvement. J'ai garé le pick-up au premier point, une petite aire de dégagement juste assez grande pour faire demi-tour, et j'ai vérifié mon équipement. Enregistreur audio Sony PCM D100 avec des piles neuves et une carte SD de 64 Go, Apo Fox Pro chargé avec des vocalisations de chouette rayée, lampe frontale avec pile de rechange, carnet, stylo, montre GPS, bombe anti-ours à la ceinture et mon arme de poing personnelle, un Glock 19 que je portais plus par habitude que par nécessité. Car la chose la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée dans ces bois était un sanglier sauvage enragé. La température était de 11 degrés, l'humidité autour de 70%, vent calme. Des conditions parfaites pour un inventaire. J'ai installé le Fox Pro sur le haillon, positionné l'enregistreur sur son trépied à environ 3 mètres pour capturer d'éventuelles réponses sans trop capter le bruit du haut-parleur, et j'ai lancé la première séquence. Le cri de la chouette rayée est distinctif, ce motif « Who cooks for you all » qui résonne à travers la forêt, et le Fox Pro le diffusait à 90 décibels, assez fort pour porter à près d'1 kilomètre dans de bonnes conditions. J'ai démarré le minuteur de 15 minutes sur ma montre et j'ai attendu à l'écoute. Aucune réponse. J'ai réessayé la séquence après 5 minutes, même résultat. La forêt restait silencieuse d'une manière qui semblait délibérée, comme si quelque chose retenait son souffle. J'ai noté « aucune réponse » sur la fiche de données, j'ai tout remballé et je me suis rendu au deuxième point, 1 mile plus loin, sur la Forest Road 42. Le deuxième point se trouvait près d'un passage de ruisseau où la route plongeait dans une brèche de la crête, et je pouvais entendre l'eau couler même avec les vitres du pick-up remontées. Même installation, même séquence d'appel, même attente de 15 minutes. Cette fois, j'ai cru entendre quelque chose bouger dans les broussailles en amont de la route, quelque chose d'assez gros pour casser des branches, mais quand j'ai balayé la pente avec ma lampe frontale, je n'ai vu que des arbres et le faible reflet des yeux d'araignée dans le tapis de feuilles. J'ai noté mouvement possible de mammifères, pas de réponse de chouette, et j'ai continué, en me disant que c'était un cerf, même si les cerfs ne se déplacent généralement pas de manière aussi bruyante. C'est au troisième point que les choses ont commencé à sembler anormales d'une manière que je ne pouvais pas formuler. L'aire de dégagement était plus petite, à peine assez large pour le pick-up, et les arbres se pressaient de chaque côté. Quand j'ai coupé le moteur, le silence était total. Pas de vent, pas de bruit d'insectes, pas de bourdonnement de circulation lointain. J'ai été dans des forêts silencieuses auparavant, de nombreuses fois, mais celle-ci était différente. C'était le genre de silence qui vous donne envie de chuchoter même s'il n'y a personne à déranger. J'ai installé le matériel plus vite que d'habitude. J'ai lancé le Fox Pro et démarré le minuteur, et c'est là que je l'ai senti pour la première fois. L'odeur était organique, mais anormale, comme un chien mouillé mêlé à de la viande avariée et à quelque chose de plus âcre, presque comme de l'ammoniac. Elle allait et venait dans l'air immobile, assez forte pour me faire respirer par la bouche. J'ai déjà senti l'odeur de l'ours, du sanglier, et même d'une carcasse de cerf en décomposition, et ce n'était rien de tout ça. C'était autre chose, quelque chose qui a fait picoter la base de mon crâne et a fait dériver ma main vers la bombe anti-ours sans que j'y pense. Je suis resté là dans le noir, à écouter le cri de la chouette rayée résonner dans la forêt, et j'ai entendu quelque chose répondre, mais ce n'était pas une chouette.
C'était une vocalisation que je n'avais jamais entendue auparavant, basse et résonnante, commençant comme un gémissement et s'élevant en quelque chose entre un hurlement et un cri avant de s'interrompre brusquement. Le son venait d'en amont, peut-être à 200 mètres dans la forêt, et il était assez fort pour que je le sente dans ma poitrine. J'ai immédiatement éteint le Fox Pro, les mains tremblantes, et j'ai attrapé l'enregistreur Sony pour vérifier s'il avait capturé le son. La forme d'onde montrait un pic clair pendant la vocalisation, signal fort, bon enregistrement. J'ai rembobiné et écouté avec le casque, et le son était encore plus dérangeant, ainsi isolé. Certainement pas une chouette rayée, pas un coyote, pas un ours, rien dans ma base de données mentale de la faune de Géorgie. Je l'ai écouté 3 fois de plus, en essayant de me convaincre que c'était un lynx ou un renard poussant un cri de détresse que je n'avais jamais rencontré. Mais je n'y croyais pas tout en y pensant. J'aurais dû remballer et partir. C'est ce qu'Hélène m'aurait dit de faire, ce que le manuel de protocole aurait recommandé. Mais je suis un technicien de la faune, et les techniciens de la faune n'abandonnent pas les inventaires à cause de bruits étranges. Alors j'ai noté « vocalisation inconnue, mammifère possible, enregistrement obtenu », et je suis resté pendant les 15 minutes complètes, à écouter la forêt respirer autour de moi. Rien d'autre ne s'est passé au point 3. J'ai remballé, je suis remonté dans le pick-up, et je suis resté assis là, le moteur tournant et les portes verrouillées, à regarder ma montre GPS et à calculer combien de points il me restait. 12 de plus, 3 heures minimum, et l'idée de m'enfoncer plus profondément dans la forêt m'a soudain semblé être une terrible décision. J'ai appelé Hélène sur le téléphone satellite et je suis tombé sur sa messagerie vocale. J'ai laissé un message disant que j'avais terminé 3 points et rencontré quelque chose d'inhabituel, mais que je continuerais sauf avis contraire de sa part, et j'ai raccroché en sachant qu'elle ne consulterait pas ses messages avant le matin. Je me suis rendu au point 4. Le 4e point se trouvait à la jonction de la Forest Road 42 et de la Forest Road 28, où une barrière rouillée bloquait l'accès des véhicules à un sentier désaffecté qui menait autrefois à une ancienne tour de guet. J'étais déjà venu à cet endroit de jour et je m'en souvenais comme d'un lieu banal, juste une autre intersection dans un réseau infini de routes forestières. De nuit, avec cette odeur encore dans mon nez et cette vocalisation qui tournait en boucle dans ma tête, cela ressemblait à un endroit où les choses finissent mal. J'ai installé le matériel et diffusé le cri de la chouette. Et cette fois, j'ai gardé la main sur la bombe anti-ours et le dos tourné au pick-up. 3 minutes après le début de l'attente de 15 minutes, j'ai entendu un mouvement dans la forêt à ma gauche, en contrebas vers le ruisseau. Pas des branches qui craquent cette fois, mais des bruits de pas, lourds, délibérés, bipèdes. J'ai balayé le son avec ma lampe frontale et n'ai rien vu d'autre que des arbres et l'obscurité. Mais les pas ont continué, longeant la route, peut-être à une 50aine de mètres. J'ai compté le rythme. Pas, pause, pas, pause. Trop lent pour un cerf en course, trop lourd pour un coyote, trop délibéré pour un ours. J'ai crié « Hey !» Ce qu'on est censé faire avec les ours noirs pour leur faire savoir qu'on est un humain et non une proie, et les pas se sont arrêtés. Silence total pendant peut-être 20 secondes, puis une pierre a heurté la route à 3 mètres devant moi. Une pierre de la taille d'une balle de baseball qui a rebondi 2 fois avant de rouler dans le fossé. J'ai pointé ma lampe frontale vers l'endroit d'où elle venait et je n'ai rien vu, juste l'obscurité, les arbres et le faible éclat des feuilles mouillées. Une autre pierre a heurté la route, plus près cette fois, et j'ai entendu quelque chose grogner dans la forêt, un son profond et guttural qui ne correspondait à aucun animal que je connaissais. Mes mains tremblaient si fort que je peinais à maintenir le faisceau de ma frontale stable, et j'ai pris la décision qui m'a probablement sauvé la vie cette nuit-là. J'ai éteint le Fox Pro, j'ai attrapé l'enregistreur Sony, j'ai laissé le trépied et je suis monté dans le pick-up. J'ai verrouillé les portes, démarré le moteur et je suis resté assis là,
le pied sur le frein, à fixer la forêt en attendant que quelque chose émerge. Une silhouette s'est déplacée entre les arbres, grande, sombre et verticale, visible pendant peut-être 2 secondes avant de passer derrière un chêne et de disparaître. Je n'ai pas pu distinguer les détails, juste la taille et la posture, bipède et massive, là puis partie. Mes phares étaient en plein phare, et je ne pouvais toujours pas la voir clairement, ce qui signifiait qu'elle était soit incroyablement rapide, soit incroyablement douée pour utiliser le couvert. J'ai mis le pick-up en marche arrière et j'ai reculé de 50 pieds, en gardant les yeux fixés sur l'endroit où j'avais vu la silhouette. Rien n'a suivi. La forêt était de nouveau silencieuse, de ce même silence délibéré qui ressemblait à un prédateur en attente. J'ai reculé jusqu'au point 3. J'ai fait demi-tour et je suis retourné vers Suches avec les pleins phares et une vitesse probablement 2 fois supérieure à ce qui était sûr sur cette route. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre le parking de l'école de Woody Gap, où je suis resté assis, moteur tournant et porte verrouillée, mon téléphone à la main, essayant de décider qui appeler. Le 911 semblait absurde. Qu'allais-je signaler que j'avais entendu des bruits de pas et vu une ombre? Hélène ne serait pas disponible avant le matin. Le bureau du shérif du comté d'Union enverrait probablement un adjoint qui me regarderait comme si j'avais bu. Je suis resté là pendant 30 minutes, à regarder la route déserte et à me dire que j'avais surréagi, que j'avais laissé la peur et l'obscurité transformer un ours ou un sanglier en autre chose, que je manquais de professionnalisme et que j'étais paranoïaque. Puis j'ai vérifié l'enregistreur Sony et j'ai écouté l'audio du point 4 et j'ai entendu les bruits de pas, le grognement et autre chose que je n'avais pas remarqué sur le moment. Une respiration profonde et rythmée, capturée clairement sur l'enregistrement parce que le Sony a un microphone très directionnel et que je l'avais pointé vers le son. La respiration a continué pendant 43 secondes, audible même par-dessus le bruit ambiant de la forêt. Puis s'est arrêtée exactement au moment où j'étais monté dans le pick-up. Je l'ai écouté 5 fois, puis j'ai sauvegardé une copie sur mon téléphone et je l'ai envoyé par email à Hélène avec pour objet « Urgent, rencontre avec animal inconnu au point d'observation 4 ». Puis je suis rentré à mon appartement à Dahlonega, j'ai pris une douche qui ne m'a pas fait me sentir propre. Et je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond jusqu'au lever du soleil. Hélène m'a appelé à 7h15. Elle avait écouté l'enregistrement et convenait que c'était inhabituel, mais pensait que c'était très probablement un ours noir manifestant un comportement territorial, peut-être une femelle avec des petits, même si octobre était tard pour des oursons. Elle m'a demandé si je me sentais à l'aise pour continuer l'inventaire et je lui ai dit oui, ce qui était un mensonge, mais les techniciens de la faune n'abandonnent pas les inventaires à cause des ours. Elle m'a dit d'amener une 2e personne si possible et de faire un point par téléphone satellite toutes les heures. Je n'avais personne de disponible à court préavis, alors j'y suis allé seul. Le mardi soir 13 octobre, je suis retourné à la Forest Road 42 avec un nouveau plan. Terminer rapidement les points 1 à 4, sauter tout point où je rencontrerais une activité inhabituelle et finir les points restants les nuits suivantes. J'ai apporté des piles supplémentaires pour tout, une 2e lampe frontale, une corne de brume marine de poche que j'avais achetée dans un magasin de sport et un partenaire de randonnée qui s'est désisté à la dernière minute par SMS, me laissant à nouveau seul. Les points 1 et 2 se sont déroulés sans problème. Pas de réponse, pas de son, pas de mouvement, juste une forêt silencieuse et le bruit lointain du ruisseau. Le point 3, où j'avais senti cette odeur anormale la veille, était clair. Pas d'odeur, pas de vocalisation, rien d'inhabituel. J'ai commencé à me détendre, à penser que j'avais laissé une rencontre étrange se transformer en paranoïa. Le point 4 était actif. Je l'ai senti avant même de sortir du pick-up. Ce même mélange de chien mouillé, de viande avariée et d'ammoniac, plus fort qu'auparavant. L'odeur était si épaisse que je pouvais la goûter, et elle a déclenché une nausée immédiate que j'ai dû réprimer.
Je suis resté dans le pick-up, vitres remontées et climatisation en circuit fermé, à regarder la forêt et à essayer de décider si j'allais vraiment sortir et installer le matériel. Je suis sorti. J'ai installé le Fox Pro et l'enregistreur Sony. J'ai appuyé sur lecture, démarré le minuteur. Et je me suis tenu à côté du pick-up, la portière ouverte et un pied sur le marchepied, prêt à décamper. Le cri de la chouette rayée a résonné dans la forêt et j'ai compté les secondes en regardant la lisière des arbres. À 4 minutes et 32 secondes, j'ai entendu des branches d'arbres secouer violemment en amont de la route, peut-être à 75 mètres. Le secouement a duré 10 secondes, s'est arrêté, a repris plus fort. J'ai pointé ma lampe frontale vers le son et j'ai vu un petit pin, d'environ 15 pieds de haut, se balancer d'avant en arrière avec assez de force pour faire tomber des aiguilles. Il n'y avait pas de vent. Les autres arbres autour étaient parfaitement immobiles. J'ai attrapé l'enregistreur, laissé le Fox Pro en marche et je suis remonté dans le pick-up. Le secouement de l'arbre a cessé. J'ai attendu, moteur en marche, les phares éclairant la route et environ 30 pieds de forêt au-delà. Quelque chose a bougé à la lisière de la lumière, bas sur le sol, rapide. Je n'ai pas pu voir ce que c'était, juste un mouvement, là, puis parti. Une pierre a heurté le capot de mon pick-up assez fort pour laisser une bosse. Je l'ai entendu avant de la voir. Un choc métallique sec qui m'a fait sursauter si fort que je me suis cogné le coude contre le cadre de la portière. Une autre pierre a heurté le pare-brise, ne l'a pas cassé mais a laissé une fissure en étoile dans le coin inférieur droit. Les pierres venaient d'en amont, de l'obscurité au-delà de mes phares, lancées avec assez de force et de précision pour que ce ne soit pas aléatoire. C'était visé. J'ai passé une vitesse et j'ai avancé, laissant le Fox Pro derrière moi, laissant le point 4 inachevé. En accélérant, j'ai entendu à nouveau cette vocalisation, le même hurlement gémissant que j'avais enregistré la veille, mais plus fort, plus proche et définitivement derrière moi. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu quelque chose de vertical traverser la route dans la lumière de mes feux arrière, assez grand pour que sa tête soit au-dessus du niveau du toit de mon pick-up, se déplaçant du côté amont au côté aval en 3 ou 4 enjambées. Je ne me suis pas arrêté. Je me suis rendu au point 5, qui se trouvait 2 miles plus loin sur la route, et je suis resté là, tremblant pendant 15 minutes avant de pouvoir tenir le téléphone satellite assez stable pour appeler Hélène. Elle a répondu à la 3e sonnerie, semblait agacée que j'appelle pendant le dîner et a écouté pendant que je lui expliquais ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse un long moment après que j'ai fini de parler, puis elle m'a demandé si j'étais sûr de vouloir continuer cet inventaire ou si je préférais reporter jusqu'à ce que nous puissions organiser une équipe de 2 personnes. Je lui ai dit que je le finirais. Je lui ai dit que j'allais bien. Je lui ai dit que c'était probablement juste un ours et que je surréagissais. Elle a dit d'accord, mais fais attention et appelle si quoi que ce soit d'autre se passe et que je le ferai. Je ne l'ai pas rappelé avant le jeudi matin et à ce moment-là, tout avait déjà mal tourné. La nuit du mercredi 14 octobre était la nuit où j'aurais dû abandonner. J'ai terminé les points 5 à 9 sans incident, juste du travail d'inventaire standard, quelques réponses de chouettes lointaines, des jacassements de coyotes, des bruits de forêt normaux. L'odeur avait disparu, les vocalisations avaient disparu, les lancers de pierres avaient disparu. J'ai commencé à me convaincre que ce qui se trouvait au point 4 s'était déplacé, que les ours sont territoriaux et mobiles et que je m'étais juste trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Le point 10 était profondément dans la forêt, à 6 miles sur la Forest Road 42, après la jonction avec la Forest Road 69, dans une zone où la route se rétrécissait à peine à une voie et où la canopée se refermait au-dessus. Les coordonnées GPS le plaçaient à la lisière d'un couloir de passage connu des ours noirs, ce qui aurait dû me rendre plus prudent mais m'a au contraire fait me sentir plus en sécurité. Car le comportement des ours est prévisible et documenté, et je pouvais composer avec ça.
J'ai installé le matériel à 21h47 et j'ai diffusé le cri de la chouette rayée dans l'obscurité. La forêt a répondu par le silence, ce même silence lourd que j'avais ressenti au point 3 la première nuit. J'ai attendu, l'enregistreur en marche, la lampe frontale balayant la lisière des arbres. À 12 minutes d'attente, j'ai de nouveau entendu des bruits de pas, mais cette fois, ils venaient de la route derrière moi, de la direction d'où j'étais venu. Je me suis retourné et j'ai pointé ma lampe frontale sur la route et je n'ai vu que du gravier et de l'obscurité. Les pas ont continué, lents et lourds, délibérés. Je pouvais entendre les impacts individuels, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, rythmés comme un humain qui marche mais plus lourd, beaucoup plus lourd. Les pas se sont arrêtés à environ 50 pieds, juste au-delà de la portée de ma lampe frontale. J'ai crié « Qui est là ?» Ma voix semblait faible et ridicule dans l'obscurité comme un enfant demandant qui est dans le placard. Pas de réponse. Les pas ont repris, plus proche maintenant, peut-être à 30 pieds. J'ai levé ma lampe frontale plus haut, essayant de saisir ce qui faisait le bruit, et pendant un instant, peut-être une demi-seconde, je l'ai vu. La silhouette était verticale, large d'épaules, couverte de poils ou de fourrure sombre, trop grande pour être une personne à moins que cette personne ne mesure plus de 7 pieds et ne soit bâtie comme un athlète professionnel. J'ai vu le contour d'une tête, pas de cou visible, des bras plus longs que proportionnels, puis elle a fait un pas de côté hors de la route et dans la forêt si rapidement que j'ai à peine réalisé qu'elle était là avant qu'elle ne soit partie. Je suis resté figé, la lampe frontale pointée sur l'endroit où elle avait disparu, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. La forêt était complètement silencieuse. Pas de bruit de pas, pas de mouvement, pas de son à part ma propre respiration et le bourdonnement lointain du moteur de mon pick-up. J'ai remballé le matériel en moins de 60 secondes. J'ai tout jeté dans la benne du pick-up et je suis retourné vers Suches en roulant à 45 miles par heure sur une route qui était sûre pour peut-être 25. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre le parking du poste de garde forestier, où je suis resté assis avec mon téléphone ouvert sur le 911, le doigt planant au-dessus du bouton d'appel, essayant de décider ce que j'allais bien pouvoir dire. J'ai appelé Hélène à la place. Je suis de nouveau tombé sur sa messagerie vocale. J'ai laissé un message moins cohérent que je ne l'avais prévu. Quelque chose sur le fait d'avoir vu un grand animal au point 10 et d'avoir besoin de discuter des modifications du protocole d'inventaire. Je suis rentré à Dahlonega, j'ai téléchargé tous mes enregistrements sur le disque partagé. Et j'ai passé 3 heures à écouter l'audio du point 10 en boucle, essayant d'entendre quelque chose que j'avais manqué. Les bruits de pas étaient là, le silence était là. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je n'avais pas remarqué pendant la rencontre elle-même. Une respiration, à nouveau, capturée par le microphone directionnel du Sony, mais cette fois plus proche et plus profonde. Presque un grondement. Le rythme respiratoire n'était pas celui d'un ours, ni de quoi que ce soit que je connaissais. Il semblait délibéré, contrôlé, comme quelque chose qui décide de charger ou de battre en retraite. Jeudi matin, Hélène m'a appelé à 6h30. Elle avait écouté tous mes enregistrements de la semaine, examiné mes journaux de bord et pris une décision. Suspendre l'inventaire jusqu'à ce que nous puissions organiser une équipe de 2 personnes et peut-être faire appel à quelqu'un du département des ressources naturelles de Géorgie pour consulter sur l'activité animale inhabituelle. Elle a été professionnellement prudente dans le choix de ses mots, ne disant jamais ce qu'elle pensait que j'avais rencontré, mais je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. Elle m'a demandé comment j'allais et je lui ai dit que j'allais bien, ce qui devenait mon mensonge par défaut. J'aurais dû être soulagé. J'aurais dû accepter la suspension et retourner à mes tâches habituelles qui consistaient principalement en du travail de bureau et des inventaires occasionnels de jour qui ne nécessitaient pas de s'aventurer dans une forêt isolée la nuit. Au lieu de ça, j'ai pensé aux 5 points d'observation restants.
à tout l'argent de la subvention liée à ce projet et à l'image que cela donnerait dans mon dossier si je ne pouvais pas terminer un inventaire de chouettes standards à cause de quelques rencontres animales étranges que je ne pouvais même pas identifier correctement. J'ai rappelé Hélène cet après-midi-là et je lui ai dit que je voulais terminer l'inventaire seul, juste les 5 derniers points, le jeudi soir. Elle a dit absolument pas. Je lui ai dit que j'apporterais du matériel de sécurité supplémentaire, que je ferais un point toutes les 30 minutes, que j'abandonnerais si quelque chose d'inhabituel se produisait. Elle a de nouveau dit non, plus fermement. Je lui ai dit que je le ferais sur mon temps personnel, en dehors de mes heures de travail, en tant que volontaire, et qu'elle ne pouvait pas m'empêcher de conduire sur les routes forestières publiques. Nous avons discuté pendant 20 minutes. Finalement, elle m'a fait promettre que si j'insistais pour être imprudent et stupide, ces mots exacts, j'emmènerais au moins quelqu'un avec moi. Que je porterais une bombe anti-ours et une arme à feu, et que je l'appellerais toutes les heures, pas toutes les 30 minutes, car elle n'allait pas passer sa soirée collée à son téléphone à attendre mes appels. J'ai promis. J'ai menti sur la partie « quelqu'un avec moi ». Jeudi soir, 15 octobre, j'ai chargé mon pick-up avec assez de matériel pour équiper une petite expédition. 2 lampes frontales avec des piles neuves, une lampe de poche de secours, l'enregistreur Sony PCM D100 avec une carte SD et des piles de rechange, la peau Fox Pro, mon Glock 19 avec 2 chargeurs supplémentaires, une bombe anti-ours, la corne de brume marine, un téléphone satellite, mon téléphone portable personnel, une montre GPS, une carte topographique papier de la région, une boussole, une trousse de premiers secours et un thermos Coleman plein de café que j'avais déjà commencé à boire à 16 heures ans et que je n'aurais probablement pas dû. J'ai roulé vers le nord depuis Dahlonega à 19h15 en prenant la Highway 60 à travers Suche alors que le soleil tombait derrière les montagnes et que la température chutait vers les 7 degrés. La forêt semblait différente dans le crépuscule d'octobre par rapport au début de la semaine. Les feuilles commençaient à tourner. Des taches d'or et de rouge étaient visibles même dans la lumière déclinante, et l'air avait cette odeur vive et propre qui précède le premier grand gel. Le point 11 se trouvait à l'intersection de la Forest Road 42 et d'une route forestière non balisée qui n'avait pas été entretenue depuis des années. Je l'avais repéré sur Google Earth avant de partir. J'avais vu que c'était un terrain relativement ouvert avec de bonnes lignes de vue et une voie de fuite facile vers la route principale. Le GPS m'y a placé à 20h03, juste au moment où l'obscurité totale s'installait sur la forêt. Je me suis garé avec le pick-up orienté vers la descente, prêt pour une sortie rapide, et j'ai installé le matériel selon ma routine désormais bien rodée. Fox Pro sur le haillon, enregistreur Sony sur son trépied à 3 mètres, lampe frontale allumée, bombe anti-ours à la ceinture, Glock dans son étui sur ma hanche droite. J'ai lancé le Fox Pro, démarré le minuteur sur ma montre GPS et je me suis tenu à côté du pick-up, le dos contre la portière du conducteur à scruter la forêt. Le cri de la chouette rayée a résonné dans l'obscurité. J'ai compté les secondes, à l'écoute. À 6 minutes, j'ai entendu une réponse, une vraie chouette rayée, peut-être à un quart de mile au sud, poussant son cri territorial complet. J'ai souri malgré tout. J'ai ressenti une étincelle de satisfaction professionnelle d'obtenir réellement des données de cet inventaire cauchemardesque. La chouette a crié 3 fois de plus, se rapprochant, et j'ai pris des notes sur ma fiche de données en utilisant la lampe frontale pour m'éclairer. À 11 minutes, quelque chose a bougé dans la forêt en amont de la route. Pas des bruits de pas cette fois, juste un bruissement dans les sous-bois, comme si quelque chose de grand se frayait un chemin à travers une végétation épaisse. J'ai levé ma lampe frontale et j'ai aperçu un mouvement entre les arbres, sombre et bas sur le sol, disparu avant que je puisse faire le point dessus. La chouette rayée a cessé de crier. La forêt est redevenue silencieuse de ce même silence délibéré que j'avais appris à associer à quelque chose d'anormal. J'ai vérifié ma montre. 13 minutes sur le protocole de 15 minutes.
Encore 2 minutes, et je pourrais remballer, consigner la réponse de la chouette. Passer au point 12. À 14 minutes et 18 secondes, j'ai de nouveau entendu les bruits de pas. Ils venaient directement d'en amont, de la forêt épaisse au-dessus de la route, rythmée et lourd, et se rapprochaient. J'ai attrapé l'enregistreur Sony d'une main et la bombe anti-ours de l'autre, en reculant vers la portière du conducteur. Les pas se sont arrêtés à peut-être 40 mètres, juste au-delà de la portée de ma lampe frontale. Je suis resté là dans l'obscurité, à écouter ma propre respiration et le ralenti du moteur du pick-up, attendant que quelque chose se passe. L'odeur m'a frappé alors, plus forte que jamais, ce même mélange de chien mouillé, de viande avariée et d'ammoniac, mais concentré au point de me faire pleurer les yeux. L'odeur venait d'en amont, se déplaçant avec ce qui faisait les bruits de pas. J'ai entendu un grognement, guttural et profond. Certainement pas un ours, car j'avais entendu des ours noirs grogner de nombreuses fois. Et c'était différent. Plus résonnant, plus contrôlé. Presque comme une vocalisation plutôt qu'une simple expiration. Le grognement a été suivi d'un halètement, une respiration rythmée que je pouvais entendre clairement même par-dessus le moteur du pick-up. J'ai pris une décision qui était soit courageuse, soit incroyablement stupide, selon le point de vue. J'ai levé l'enregistreur Sony et je l'ai pointé vers le son. J'ai de nouveau appuyé sur le bouton d'enregistrement pour m'assurer qu'il capturait tout, et j'ai crié dans l'obscurité. J'ai dit « Je vous entends », ce qui était évident et ridicule et probablement la pire chose à dire à un prédateur inconnu. Mais je devais faire autre chose que rester là à trembler. La respiration s'est arrêtée. Silence total pendant peut-être 10 secondes. Puis une pierre a heurté le sol à 1,50 m à ma gauche, lancée assez fort pour s'enfoncer dans la terre meuble. Une autre pierre a heurté la route devant moi. Une autre a heurté la benne du pick-up avec un grand bruit métallique. J'ai lâché l'enregistreur, j'ai attrapé la corne de brume et je l'ai actionnée en direction de la forêt. Le son était assourdissant dans le calme, une explosion sonore prolongée qui a résonné sur les crêtes et a probablement porté sur des miles. Je l'ai actionnée à nouveau, puis j'ai attrapé la bombe anti-ours et je l'ai tenue prête, le doigt sur la gâchette, pointé vers le haut de la pente. Rien ne s'est passé. Les lancers de pierres ont cessé. L'odeur a commencé à s'estomper ou peut-être que je m'y habituais. Je suis resté là pendant encore 2 minutes, la corne de brume dans une main et la bombe anti-ours dans l'autre, avant de me sentir assez en sécurité pour ramasser l'enregistreur Sony et remballer le Fox Pro. Je n'ai pas terminé le protocole complet de 15 minutes. J'ai noté « rencontre animale agressive », inventaire interrompu pour des raisons de sécurité, et je suis monté dans le pick-up. Mais je ne suis pas parti tout de suite. Je suis resté assis là, le moteur tournant et les phares en plein phare, à fixer la forêt en amont de la route, et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Des yeux. 2 yeux, reflétant mes phares, positionnés à environ 8 pieds du sol. Les yeux étaient ambrés ou dorés, plus écartés que ceux d'un cerf ou d'un ours, trop haut pour être quoi que ce soit sur 4 pattes à moins qu'il ne se tienne sur ses pattes arrière, ce que les ours font parfois mais pas pendant de longues périodes. Les yeux sont restés visibles pendant peut-être 5 secondes, puis ont cligné, un clignement délibéré et lent, et ont disparu alors que ce qui les possédait se tournait ou se déplaçait derrière un arbre. J'ai passé une vitesse et je me suis rendu au point 12 sans m'arrêter. Le point 12 n'était qu'1 mile plus loin sur la Forest Road 42, mais j'avais l'impression d'entrer dans un autre monde. La route se rétrécissait encore plus, bordée de fourrés de lauriers des 2 côtés, et la canopée était si dense que mes phares pénétraient à peine l'obscurité. Les coordonnées GPS plaçaient le point d'observation dans une petite clairière, où la route s'élargissait légèrement. Probablement une aire de retournement que les équipes de bûcherons avaient utilisée des décennies auparavant. Je me suis garé et j'ai vérifié l'heure. 20h47. J'avais passé 44 minutes au point 11 au lieu des 15 prévus.
ce qui signifiait que j'étais en retard et que je serais ici plus tard que prévu. J'ai appelé Hélène sur le téléphone satellite. Je suis tombé sur sa messagerie vocale. J'ai laissé un message laconique disant que j'avais terminé le point 11 avec une activité inhabituelle et que je passais au point 12. Je ne lui ai pas parlé des yeux. L'installation au point 12 m'a semblé anormale dès le début. La clairière était plus petite que ce que le GPS avait suggéré. À peine assez large pour mon pick-up et le matériel, et la forêt environnante se pressait tout autour. Quand j'ai coupé le moteur pour réduire les interférences commandes sonores pour l'enregistrement, le silence a été immédiat et total. Pas de vent, pas de bruit d'insectes, pas de cris de chouettes lointains. Juste l'immobilité et l'odeur de feuilles humides et autre chose, plus faible qu'au point 11 mais bien présente. Cette odeur anormale qui s'insinuait sur les bords. J'ai installé le matériel plus vite que d'habitude, les mains tremblant légèrement en positionnant le Fox Pro et l'enregistreur Sony. J'ai vérifié mon Glock. Je me suis assuré que le chargeur était bien en place, la chambre chargée, la sécurité enclenchée, mais mon pouce savait exactement où se trouvait le levier. J'ai attaché la bombe anti-ours à ma ceinture sur le côté gauche pour un dégainé croisé. J'ai mis la corne de brume dans la poche de ma veste et j'ai allumé les 2 lampes frontales. Une sur ma tête, une à main en secours. J'ai lancé le Fox Pro et démarré le minuteur. Le cri de la chouette rayée semblait faible et artificiel dans la forêt dense, comme s'il était absorbé par la végétation avant de pouvoir porter loin. Je me suis tenu à côté du pick-up, une main sur la poignée de la portière, et j'ai attendu. À 3 minutes, j'ai entendu un mouvement dans le fourré de laurier à ma droite. Pas des bruits de pas, juste un bruissement, comme si quelque chose de grand se déplaçait lentement à travers une végétation dense. Le bruissement s'est arrêté, a repris, s'est arrêté. J'ai pointé ma lampe frontale vers le son et j'ai vu les branches de laurier bouger, tremblant légèrement bien qu'il n'y ait pas de vent. À 7 minutes, l'odeur est devenue plus forte, beaucoup plus forte. Assez forte pour que je doive respirer par la bouche et même là, je pouvais la goûter, amère, organique et anormale. L'odeur venait de derrière moi de la forêt en amont et elle se rapprochait. Je me suis tourné pour faire face à la pente, les 2 lampes frontales pointées dans l'obscurité, et je n'ai vu que des arbres, des rochers et des sous-bois. L'odeur continuait de s'intensifier. Mes yeux ont commencé à pleurer. J'ai entendu ma propre respiration, rapide et superficielle, et je me suis forcé à la ralentir, à rester calme, à penser tactiquement. À 9 minutes, j'ai entendu les bruits de pas. Ils venaient de la route derrière moi, de la direction d'où j'étais venu tout comme au point 10. Lourd, bipède, rythmé. J'ai pivoté pour faire face à la route, les lampes frontales balayant le gravier et l'obscurité, et je n'ai rien vu. Les pas ont continué se rapprochant. 30 pieds, 20 pieds, 15. J'ai attrapé la corne de brume et je l'ai actionnée le long de la route. Le son était encore plus assourdissant dans l'espace confiné, résonnant sur les fourrés de laurier et détruisant probablement tout enregistrement audio utile que j'aurais pu faire. Je m'en fichais. Je l'ai actionné à nouveau, puis je l'ai lâché, et j'ai dégainé mon Glock, sécurité enlevée, le doigt le long de la carcasse au-dessus de la détente, le canon pointé vers le sol mais prêt à être levé. Les pas se sont arrêtés. L'odeur était écrasante maintenant, me donnant la nausée. J'ai entendu une respiration, ce même rythme profond que j'avais enregistré au point précédent, mais plus proche qu'avant, beaucoup plus proche. La respiration venait de la route devant moi, peut-être à 10 pieds, juste au-delà de la portée de mes lampes frontales. J'ai levé le Glock, prise à 2 mains, bras tendus, et je l'ai pointé vers l'obscurité. J'ai dit « Montrez-vous » d'une voix qui ne semblait pas être la mienne, trop aiguë et tendue par la peur. Rien n'a bougé. La respiration a continué, régulière, contrôlée, et certainement pas celle d'un ours, car les ours ne respirent pas comme ça quand ils se tiennent debout la nuit au milieu d'une route forestière,
face à un humain armé. J'ai fait 3 pas en arrière vers le pick-up, en gardant le Glock pointé vers l'avant. La respiration s'est arrêtée. J'ai entendu un mouvement dans la forêt à ma gauche, dans le fourré de laurier, rapide et proche. J'ai pivoté le Glock vers le son, et j'ai vu les branches de laurier exploser vers l'extérieur, alors que quelque chose de massif les traversait. Je n'ai pas vu ce que c'était. Je n'ai pas attendu pour voir. Je me suis retourné et j'ai couru vers le pick-up. Je me suis jeté sur le siège du conducteur. J'ai claqué la portière. Je l'ai verrouillé, j'ai démarré le moteur et j'ai passé la marche arrière. En reculant, mes phares ont balayé la clairière et je l'ai vu debout au bord de la route où je venais de pointer mon arme. Il était vertical. Il était massif. Au moins 8 pieds de haut, peut-être plus, large d'épaules et couvert de poils sombres. J'ai vu le contour d'une tête, trop grande pour des proportions humaines, et des bras qui pendaient le plus bas qu'il n'aurait dû. Il n'a pas bougé quand mes phares l'ont éclairé. Il est juste resté là, visible pendant peut-être 2 secondes, puis il a reculé dans la forêt et a disparu. J'ai reculé sur la route sur une centaine de mètres avant de me sentir assez en sécurité pour faire demi-tour. J'ai laissé le Fox Pro, l'enregistreur Sony et le trépied derrière moi. J'ai laissé le point 12 inachevé. Je suis retourné vers Suchez avec les mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le volant. Et quand j'ai atteint le parking de l'école de Woody Gap, je me suis arrêté et j'ai vomi sur le gravier. Je suis resté là pendant 20 minutes, attendant que mes mains arrêtent de trembler. Avant d'appeler Hélène, elle a répondu à la première sonnerie, semblait inquiète, m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'avais rencontré un grand animal au point 12, peut-être un ours noir manifestant un comportement agressif inhabituel, et que j'avais interrompu l'inventaire pour des raisons de sécurité. Je lui ai dit que j'allais bien et que je rédigerais un rapport détaillé le matin. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais vu. Je ne lui ai pas dit que j'avais laissé du matériel derrière moi. Je ne lui ai pas dit que j'étais assis sur un parking en train d'essayer de ne pas faire une crise de panique. Elle m'a dit de rentrer chez moi, de me reposer et que nous discuterions des prochaines étapes le matin. Elle a dit que j'avais pris la bonne décision en donnant la priorité à la sécurité. Elle a dit qu'elle était fière de moi pour mon professionnalisme sous pression. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché et je suis rentré à Dahlonega. Et quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai pris la douche la plus chaude que je pouvais supporter et je me sentais toujours sale. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, à écouter chaque bruit que faisait l'immeuble, sursautant à chaque craquement et bruit de tassement. Je n'ai pas dormi. À 3 heures du matin, j'ai renoncé à essayer et j'ai passé le reste de la nuit à lire des articles scientifiques sur le comportement des ours noirs et à essayer de me convaincre que tout ce que j'avais vu pouvait s'expliquer par un ours particulièrement grand et agressif, manifestant des réponses territoriales atypiques à des menaces perçues. J'y ai presque cru. Vendredi matin, Hélène m'a appelé à 7h100 et m'a dit de prendre ma journée, qu'elle s'occuperait elle-même de terminer l'inventaire pendant le week-end avec un biologiste de la faune du DNR qu'elle avait contacté. J'ai brièvement protesté, disant que je devais être celui qui finirait ce que j'avais commencé, mais elle a mis fin à la discussion. Elle a dit que j'en avais fait assez, que j'avais collecté des données précieuses malgré des conditions difficiles, et que ma sécurité était plus importante que de terminer un inventaire. J'aurais dû écouter. J'aurais dû prendre ma journée, peut-être toute la semaine. J'aurais dû laisser Hélène et le DNR s'en occuper. Au lieu de ça, j'ai passé le vendredi à retourner au point 12 pour récupérer mon matériel en me disant que c'était une question de professionnalisme et de responsabilité, et non pas le besoin de prouver que je n'avais pas peur. J'ai atteint le point 12 à 14h30, en plein jour, la forêt semblant complètement différente de la veille au soir. La clairière n'était qu'une clairière. Les fourrés de laurier n'étaient que de la végétation. La forêt n'était que des arbres, des rochers et la nature sauvage normale de la Géorgie. Mon matériel était exactement là où je l'avais laissé, le Fox Pro par terre près de la route,
l'enregistreur Sony toujours sur son trépied. Tout était intact. Je l'ai remballé rapidement, en essayant de ne pas penser à ce qui s'était passé ici 12 heures plus tôt. Alors que je chargeais l'enregistreur Sony dans la benne du pick-up, j'ai remarqué quelque chose par terre près de l'endroit où la chose s'était tenue. Je me suis approché, je me suis accroupi et j'ai vu une empreinte de pas dans la terre meuble au bord de la route. L'empreinte était massive, au moins 17 pouces de long, peut-être plus large aux orteils qu'aux talons. L'empreinte était profonde, suggérant un poids important, et les marques des orteils étaient distinctes. 5 d'entre elles, de forme à peu près humaine mais plus grande et plus espacée. J'avais vu des traces d'ours noirs des centaines de fois, et ce n'était pas une trace d'ours. L'empreinte du talon était incorrecte, le motif des orteils était incorrect, tout était incorrect. J'ai pris des photos avec mon téléphone, plusieurs sous différents angles, en essayant d'obtenir la bonne échelle en plaçant ma propre botte à côté pour référence. Ma botte est une taille 10 pour homme, environ 12 pouces de long. L'empreinte la faisait paraître minuscule. J'ai pris des mesures avec un ruban à mesurer rétractable de ma trousse de premier secours. 17 pouces et demi de long, 7 pouces de large au point le plus large. Des empreintes d'orteils qui suggéraient un pied flexible, pas une patte. J'ai appelé Hélène et je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Elle est restée silencieuse un long moment, puis elle m'a demandé de lui envoyer les photos et les mesures immédiatement. Je l'ai fait, debout dans la clairière, mon téléphone levé pour capter un signal, regardant les images se télécharger sur notre disque partagé. Elle a rappelé 5 minutes plus tard et m'a dit de délimiter la zone si j'avais du ruban de signalisation, de prendre plus de photos et de ne rien déranger d'autre. Je n'avais pas de ruban de signalisation, alors j'ai utilisé du ruban d'arpentage orange vif de la trousse d'urgence de mon pick-up. J'ai délimité un rayon de 20 pieds autour de l'empreinte. J'ai pris environ 40 photos de plus sous tous les angles imaginables. Et j'ai collecté des échantillons de sol dans des sacs en plastique, même si je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire. Pendant tout le temps que je travaillais, je me sentais exposé et vulnérable, comme si j'étais observé depuis la forêt. Chaque fois que le vent faisait bouger les branches, je sursautais. Hélène a rappelé à 16h15 et m'a dit que le biologiste de la faune du DNR, le docteur Marcus Reeves, voulait me rencontrer sur le site samedi matin à la première heure. Elle a dit de laisser la zone intacte et de ne pas discuter de l'empreinte avec quiconque en dehors des canaux officiels. Elle a utilisé l'expression « potentielle documentation faunique d'importance » et je pouvais entendre l'excitation contenue dans sa voix, le genre de ton que les scientifiques utilisent quand ils pensent avoir trouvé quelque chose d'important mais ne veulent pas porter la poisse. Je suis rentré à Dahlonega, j'ai téléchargé toutes mes photos sur le disque partagé et j'ai passé le vendredi soir à rechercher des protocoles d'identification d'empreintes et à essayer de trouver des exemples comparables dans les bases de données sur la faune. Je n'ai rien trouvé qui corresponde. Les ours noirs laissent des traces à 5 doigts, mais les proportions sont différentes. Griffes plus longues, forme du coussinet du talon différente, disposition des orteils différentes. Les correspondances les plus proches que j'ai pu trouver étaient dans de vieilles photographies contestées du nord-ouest du Pacifique, étiquetées comme « possible trace de Sasquatch », et même celle-là n'était même pas tout à fait juste. Je n'ai pas non plus dormi le vendredi soir. Je suis resté allongé dans mon lit avec mon ordinateur portable ouvert, parcourant les forums, les bases de données et les articles scientifiques, essayant de trouver une explication rationnelle à ce que j'avais photographié. Chaque explication semblait inadéquate. Le samedi matin, je fonctionnais au café, à l'adrénaline et à ce genre de détermination épuisée qui vient de ne pas dormir pendant 3 jours. Le docteur Marcus Reeves m'a rencontré au poste de garde forestier à 7h ans. Fin de la cinquantaine, barbe grise, lunettes à monture métallique, gilet cargo couvert de poches et d'épinglettes de diverses organisations de la faune.
Il m'a serré la main et m'a regardé avec ce genre de scepticisme professionnel que j'avais appris à attendre des biologistes de la faune universitaire. Il m'a demandé de lui raconter tout ce qui s'était passé, de la première nuit de l'inventaire à la découverte de l'empreinte, et je l'ai fait, sans rien omettre sauf ma propre peur et le fait que j'avais continué l'inventaire contre les ordres explicites d'Hélène. Nous sommes allés au point 12 dans son véhicule du DNR, un Ford F-150 blanc avec le logo de la division des ressources faunistiques de Géorgie sur les portières. Pendant tout le trajet, il a posé des questions sur l'empreinte, profondeur de l'empreinte, composition du sol, conditions d'humidité, temps écoulé entre la création et la découverte. Ces questions étaient précises et méthodiques, le genre de questions que quelqu'un pose quand il essaie de trouver des raisons de rejeter quelque chose plutôt que de le valider. Nous sommes arrivés à la clairière à 8h22 et je lui ai montré la zone délimitée. Il a passé 45 minutes à examiner l'empreinte, à prendre ses propres photographies, à collecter des échantillons de sol, à tout mesurer plusieurs fois avec un ruban d'arpentage professionnel plus précis que mon modèle de quincaillerie. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste travaillé en silence, prenant occasionnellement des notes dans un carnet résistant aux intempéries. Finalement, il s'est levé, a brossé la terre de ses genoux et m'a regardé. Il a dit « C'est intéressant ». Il n'a pas dit que c'était définitivement une espèce inconnue. Il n'a pas dit que c'était définitivement un ours ou un canular. Il a juste dit que c'était intéressant et qu'il aurait besoin de consulter des collègues spécialisés dans l'identification des traces. Il m'a demandé si j'accepterais de lui montrer les autres points d'observation où j'avais rencontré une activité inhabituelle. J'ai dit oui. Nous sommes d'abord allés au point 11, puis au point 10, puis au point 4. À chaque endroit, j'ai décrit ce qui s'était passé et il a examiné le sol à la recherche de preuves physiques. Nous n'avons rien trouvé. Pas d'empreinte, pas d'échantillon de poils, pas d'excréments, rien qui puisse constituer une preuve concrète. Au point 4, où les lancers de pierres avaient eu lieu, il a trouvé les pierres que j'avais décrites et les a examinées à la recherche de traces. Il a dit que le schéma de lancer était cohérent avec le comportement de démonstration territoriale observé chez certaines espèces de primates, mais aussi cohérent avec des chutes de pierres naturelles ou l'érosion, et qu'il n'y avait aucun moyen de prouver la causalité. Il est resté soigneusement non engagé sur tout, ce que j'ai interprété comme le fait qu'il pensait que je m'étais soit trompé, soit que je mentais. Nous sommes retournés au poste de garde forestier à midi, et il m'a remercié pour ma coopération. Il a dit qu'il préparerait un rapport préliminaire pour le DNR et recommanderait une enquête plus approfondie si cela se justifiait. Il m'a de nouveau serré la main et m'a dit que j'avais été professionnel et minutieux dans ma documentation. Puis il est parti, et je suis resté assis dans mon pick-up sur le parking avec le sentiment d'avoir été poliment congédié. Hélène m'a appelé cet après-midi-là et m'a dit que le docteur Reeves l'avait informé de ses conclusions. Elle a dit que l'empreinte était anormale mais non concluante, et que les travaux d'inventaire supplémentaires seraient reportés jusqu'à ce que le DNR ait terminé son analyse. Elle m'a demandé comment je tenais le coup et je lui ai dit que j'allais bien, mentant toujours, faisant toujours semblant de ne pas voir cette silhouette dans ma vision périphérique chaque fois que je fermais les yeux. Dimanche 18 octobre, je suis resté dans mon appartement et j'ai essayé de rattraper mon sommeil. Je n'ai pas pu. Chaque fois que je commençais à m'assoupir, j'entendais des bruits de pas devant ma fenêtre, où je sentais cette odeur anormale, où j'avais l'impression d'être observé. Le dimanche soir, j'étais épuisé, paranoïaque, et je commençais à me demander si tout cela était vraiment arrivé ou si j'avais laissé l'isolement et la peur créer quelque chose qui n'existait pas. Lundi matin, Hélène a appelé et m'a demandé si je pouvais venir au bureau de Gainesville pour une réunion. Elle n'a pas dit de quoi il s'agissait. J'y suis allé, je suis arrivé à 10h et j'ai trouvé Hélène et le docteur Reeves qui attendaient dans son bureau avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas.
Une femme d'âge mûr en tenue professionnelle qui s'est présentée comme étant la docteure Sarah Kimball du Musée d'histoire naturelle de Géorgie. La docteure Kimball a dit qu'elle avait examiné mes photographies de l'empreinte et qu'elle voulait me poser quelques questions. Elle était polie mais directe, et en 5 minutes, il est devenu clair qu'elle essayait de déterminer si j'avais falsifié l'empreinte ou mal identifié une trace d'animal connu. Elle m'a interrogé sur mon niveau d'expérience en identification de traces, ma familiarité avec les techniques de canular, si j'avais des croyances antérieures sur les espèces cryptides. J'ai répondu honnêtement. J'avais suivi une formation standard d'identification des traces de la faune. Je savais comment repérer les faux évidents, et je n'avais jamais sérieusement pensé à Bigfoot ou à tout autre cryptide avant cet inventaire. Elle a semblé satisfaite, ou du moins moins méfiante. Puis elle m'a montré une photographie sur son ordinateur portable, un moulage en plâtre d'une empreinte de Californie datant de 1967, de taille et de forme similaire à ce que j'avais trouvé mais avec un espacement des orteils légèrement différent. Elle a dit que l'empreinte de Californie n'avait jamais été définitivement authentifiée ou démystifiée, qu'elle restait dans une catégorie de preuves physiques non résolues et que ma photographie était la première documentation comparable de l'Est des États-Unis qui répondait aux normes scientifiques de base. Elle m'a demandé si j'accepterais de participer à une enquête de site plus complète, impliquant éventuellement plusieurs jours d'observation à l'aide de pièges photographiques, d'équipements d'enregistrement audio et de recherche systématique en quadrillage de la zone où j'avais eu les rencontres. J'ai dit oui, car à ce stade, je voulais des réponses plus que je ne voulais la tranquillité d'esprit. L'enquête a été programmée du mercredi au vendredi, du 21 au 23 octobre. L'équipe comprendrait le Dr Reeves, la Dr Kimball, 2 techniciens de terrain du DNR et moi-même. Hélène coordonnerait la logistique depuis le bureau de Gainesville. Nous installerions un camp de base près du point 12 et mènerions des observations méthodiques dans un rayon de 2 miles, en nous concentrant sur les zones où j'avais signalé une activité inhabituelle. Mardi 20 octobre, j'ai passé la journée à rassembler du matériel et à essayer de me préparer mentalement à passer 3 jours dans la forêt où quelque chose m'avait traqué, m'avait jeté des pierres et avait laissé une empreinte que je ne pouvais pas expliquer. J'ai nettoyé mon Glock, testé tous mes appareils électroniques, emballé plus de piles que je ne pourrais jamais en avoir besoin et j'ai essayé de ne pas penser à ce qui se passerait si nous trouvions réellement quelque chose. Mercredi matin à 6h, j'ai rencontré l'équipe au poste de garde forestier de Brasstown. Nous avons chargé 3 véhicules de matériel et sommes partis en convoi vers le point 12, arrivant juste après 7h ans. L'équipe a installé le camp de base dans la clairière, 2 grandes tentes, un générateur portable, des tables pliantes pour le matériel, un réchaud de camping pour la cuisine. Nous avons passé la matinée à déployer 12 pièges photographiques selon un quadrillage rayonnant à partir du point 12. Chaque caméra réglée en mode de déclenchement par le mouvement avec capacité de vision nocturne. Le docteur Reeves et moi avons marché jusqu'au point 11 et y avons installé 3 autres caméras. Il m'a demandé de décrire à nouveau exactement où j'avais vu les yeux, et je lui ai montré. Il est resté silencieux un long moment, regardant la forêt, puis il a dit « S'il y a un grand prédateur qui utilise cette zone régulièrement, nous devrions avoir quelque chose sur caméra dans les 48 heures. » Mercredi après-midi, nous avons fait des relevés audio, le même protocole que j'avais utilisé pour les inventaires de chouettes, mais cette fois avec un meilleur équipement et 4 personnes au lieu d'une. Nous avons diffusé divers cris, chouette rayée, grand-duc d'Amérique, petit-duc maculé. Nous avons aussi essayé des vocalisations de primates, en diffusant des sons enregistrés de chimpanzés et de gorilles, ce qui semblait ridicule, mais la docteure Kimball a insisté sur le fait que c'était le protocole standard pour les enquêtes sur des primates inconnus présumés. Rien n'a répondu aux cris de chouette. Au point 10, environ 20 minutes après avoir diffusé les vocalisations de primates,
nous avons entendu une réponse venant du fond de la forêt. Un hurlement bas et résonnant qui a monté en ton avant de s'interrompre brusquement. C'était similaire à la vocalisation que j'avais enregistrée la première nuit, mais plus long et plus complexe. La docteure Kimball l'a enregistré sur du matériel professionnel, l'a réécouté 3 fois et a confirmé qu'il ne correspondait à aucune faune connue de Géorgie. Le docteur Reeves a dit que cela pourrait être un coyote faisant une vocalisation atypique. La docteure Kimball a dit que la gamme de fréquences était incorrecte pour les canidés. Ils ne se sont pas disputés, mais le désaccord flottait entre eux, non résolu. Mercredi soir, nous avons pris des tours de garde pour surveiller les pièges photographiques à distance via une connexion sans fil à l'ordinateur portable du Dr Reeves. J'ai eu le quart de minuit à 3 ans du matin. Rien n'a déclenché les caméras, sauf des cerfs, des ratons laveurs et un opossum. J'ai bu du café, fixé l'écran de l'ordinateur et sursauté chaque fois que j'entendais une branche craquer à l'extérieur de la tente. Jeudi matin, nous avons récupéré les cartes SD des 15 caméras et examiné les images. Des dizaines de cerfs, quelques renards, plus de ratons laveurs, un ours noir qui a flâné devant la caméra 7 à 4h17. Pas d'animaux anormaux, pas de mouvements inexpliqués, rien qui puisse constituer la preuve d'une espèce inconnue. Jeudi après-midi, nous avons effectué des recherches systématiques en quadrillage de la forêt autour du point 12, en marchant sur des transects parallèles espacés de 50 pieds, à la recherche de preuves physiques. Nous avons trouvé des traces de cerfs, des traces d'ours, des excréments de divers animaux, d'anciennes routes forestières envahies par la végétation. Nous n'avons trouvé aucune empreinte inhabituelle, aucun échantillon de poils, aucune preuve de marquage territorial récent. Le jeudi soir, l'ambiance au camp était passée d'un optimisme prudent à la résignation. Le docteur Reeves pensait que nous perdions notre temps à courir après un ours mal identifié. La docteure Kimball pensait toujours que l'empreinte était significative, mais convenait que le manque de preuves à l'appui était problématique. Les techniciens de terrain suivaient principalement les ordres et n'exprimaient pas d'opinion. J'avais l'impression qu'on me faisait plaisir, que tout le monde attendait que j'admette que je m'étais trompé, que j'avais exagéré ou carrément inventé. Je n'ai pas dit grand-chose pendant le dîner. J'ai mangé rapidement et je me suis porté volontaire pour le premier quart de nuit, de 20h à minuit. J'étais assis dans la tente du matériel à 21h13, surveillant les flux des caméras et prenant des notes sur ma fiche de données, quand l'odeur m'a frappé. Elle est venue soudainement, d'une force écrasante, ce même mélange de chien mouillé, de viande avariée et d'ammoniac que j'avais rencontré à plusieurs points d'observation. L'odeur venait du vent, de la forêt à l'ouest de la clairière, et elle était si intense que je devais respirer par la bouche. J'ai attrapé ma lampe frontale et je me suis dirigé vers le bord du camp, pointant la lumière dans la forêt. Rien de visible, sauf des arbres et l'obscurité. L'odeur continuait de s'intensifier. J'ai entendu quelque chose bouger dans les sous-bois, peut-être à une centaine de mètres, se frayant un chemin à travers la végétation. Je suis retourné à la tente de couchage où le docteur Reeves et la docteure Kimball examinaient des données sur une tablette. J'ai dit « Vous sentez ça ?» Ils m'ont tous les deux regardé comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. La docteure Kimball a reniflé l'air et a dit qu'elle ne sentait rien d'inhabituel. Le docteur Reeves a dit que c'était peut-être une carcasse de cerf ou un marquage d'ours. L'odeur était si forte que je pouvais la goûter et il ne la sentait pas du tout. Je suis retourné à la tente du matériel et je suis resté assis là, respirant par la bouche, me demandant si je perdais la tête. À 21h18, j'ai entendu des bruits de pas dans la forêt, venant de la même direction que l'odeur. Lourd, bipède, rythmé. J'ai attrapé la corne de brume marine et je me suis de nouveau dirigé vers le bord du camp. Les pas se sont arrêtés. J'ai actionné la corne de brume dans l'obscurité. Le son a résonné dans la forêt et a probablement réveillé tout le monde au camp.
Le docteur Reeves est sorti de la tente de couchage en criant, demandant ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que j'avais entendu quelque chose de grand bouger dans la forêt. Il a attrapé une lampe de poche et l'a balayée sur la lisière des arbres. Rien de visible. Il m'a demandé ce que j'avais entendu, spécifiquement. J'ai décrit les bruits de pas. Il a dit que c'était probablement un ours ou un cerf et m'a dit d'arrêter d'utiliser la corne de brume à moins d'une menace immédiate, car cela effrayait toute la faune qui pourrait déclencher les caméras. Je me suis excusé et je suis retourné à ma surveillance, me sentant idiot et paranoïaque. À 21h47, 3 des pièges photographiques se sont déclenchés simultanément, les caméras 4, 5 et 6, qui étaient positionnées en triangle à environ 200 mètres à l'ouest du camp. L'ordinateur portable du docteur Reeves a sonné les alertes et j'ai affiché les flux, m'attendant à voir un ours ou un cerf passer dans la zone de couverture. Les flux montraient un mouvement, mais les images étaient très déformées, pixelisées, avec des couleurs altérées, comme si les caméras fonctionnaient mal. Je pouvais voir quelque chose de grand se déplacer entre les arbres sur les 3 flux, mais je ne pouvais distinguer aucun détail. La distorsion a duré environ 8 secondes sur chaque caméra, puis a disparu, montrant une forêt normale sans animaux visibles. J'ai appelé le docteur Reeves et je lui ai montré les images. Il les a regardées 3 fois, a zoomé, a ajusté le contraste et la luminosité. Il a dit que c'était probablement un problème technique, peut-être causé par l'humidité ou les fluctuations de température affectant les capteurs infrarouges. Il a noté de vérifier les caméras le matin. À 22h03, j'ai entendu la vocalisation. Elle venait de la forêt au nord-ouest du camp, peut-être à 300 mètres. Et c'était l'exemple le plus clair et le plus fort que j'ai entendu jusqu'à présent. Commençant comme un gémissement bas, s'élevant en un hurlement, se transformant en quelque chose entre un cri et un rugissement, avant de s'interrompre brusquement. Le son a duré environ 6 secondes et était assez fort pour que tout le monde au camp l'entende. Le docteur Reeves est de nouveau sorti de la tente, cette fois avec la docteure Kimball juste derrière lui. Les 2 techniciens de terrain sont sortis de la 2e tente, l'air nerveux. Nous sommes tous restés là dans la clairière, à écouter la forêt. Rien n'a bougé, pas de son de suivi. Juste le silence, l'obscurité et cette odeur que je pouvais encore détecter mais qu'apparemment personne d'autre ne pouvait. La docteure Kimball a dit « Ce n'était pas un coyote ». Le docteur Reeves a convenu que c'était inhabituel mais a suggéré que cela pourrait être un renard ou un lynx en détresse. Personne ne l'a cru, y compris le docteur Reeves lui-même, à en juger par l'expression de son visage. Nous avons passé l'heure suivante à examiner tout l'équipement audio pour nous assurer que nous avions enregistré la vocalisation. Nous l'avions sur 3 appareils différents, l'enregistreur professionnel de la docteure Kimball, mon Sony PCM D100 et le microphone intégré de l'ordinateur portable. Les formes d'ondes étaient non claires et fortes. Le son était bien là, et personne ne pouvait l'identifier de manière définitive. La docteure Kimball l'a réécouté plusieurs fois, l'a passé dans un logiciel d'analyse, l'a comparé à sa base de données de vocalisation d'animaux nord-américains. Aucune correspondance. La gamme de fréquences était inhabituelle. La durée était inhabituelle. Le motif était inhabituel. Elle a dit que cela justifiait une enquête plus approfondie. Le docteur Reeves a dit que nous devrions continuer les protocoles normaux et ne pas nous emballer à interpréter des preuves ambiguës. La tension entre eux était évidente maintenant, le désaccord professionnel se transformant en quelque chose de plus personnel. Je suis resté de garde jusqu'à minuit, puis j'ai réveillé l'un des techniciens de terrain pour le quart suivant. Je suis resté allongé dans mon sac de couchage dans la tente sombre, à écouter la forêt et à sentir cette odeur anormale que personne d'autre ne pouvait détecter. Et je me suis demandé si je ne faisais pas une sorte de dépression, une hallucination sensorielle induite par le stress qui débordait sur des preuves physiques. Vendredi matin,
Nous avons récupéré les cartes SD de toutes les caméras et examiné les images de la nuit. Les caméras 4, 5 et 6 montraient toutes le même schéma de distorsion que j'avais vu la veille. Mais cette fois, il a duré plus longtemps, environ 23 secondes sur la caméra 5. Le docteur Reeves a examiné physiquement les caméras et n'a trouvé aucun dysfonctionnement évident. La distorsion s'est produite à 2h37 du matin, pendant le quart du technicien de terrain, et il n'avait rien remarqué d'inhabituel à ce moment-là. La docteure Kimball a suggéré que la distorsion pourrait être causée par un animal avec une signature thermique ou des propriétés réfléchissantes inhabituelles qui interféreraient avec les capteurs infrarouges. Le docteur Reeves a dit que c'était de la spéculation sans preuve à l'appui. Vendredi après-midi devait être notre dernier jour d'enquête. Nous avions prévu de faire un dernier balayage systématique de la zone, de récupérer toutes les caméras, de démonter le camp et de retourner à Gainesville. La docteure Kimball voulait prolonger d'une nuit. Le docteur Reeves a refusé, disant que nous avions fait un travail approfondi et collecté les données disponibles. Ils se sont disputés pendant 20 minutes avant que la docteure Kimball ne cède finalement. Nous avons commencé à démonter le camp à 15h. Je rangeais l'enregistreur Sony dans son étui quand j'ai entendu quelque chose derrière moi dans la forêt. Pas des bruits de pas cette fois, juste une présence. Ce sentiment d'être observé qui est si fort qu'il en est presque physique. Je me suis retourné et j'ai regardé la lisière des arbres, balayant du regard plutôt qu'avec ma lampe frontale car il faisait encore jour, et je l'ai vu, debout entre deux chênes à environ 70 mètres du camp. Il était massif, vertical et couvert de poils bruns foncés. Je pouvais voir des détails cette fois, les larges épaules, les bras qui pendaient au-delà de là où des bras humains s'arrêteraient. La tête posée directement sur les épaules sans cou visible. Il se tenait parfaitement immobile, partiellement masqué par les arbres, mais bien là, bien réel, me regardant sans aucun doute. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Je l'ai juste fixé, essayant de mémoriser chaque détail, essayant de me prouver que je n'hallucinais pas. La créature est restée là pendant peut-être 10 secondes, assez longtemps pour que je voie le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine pendant qu'elle respirait. Assez longtemps pour que je voie une main massive s'étendre et saisir le tronc d'un chêne. Puis elle s'est tournée et s'est éloignée, se déplaçant à travers la forêt avec une démarche fluide et efficace qui couvrait le terrain plus vite que tout ce qui avait cette taille ne devrait pouvoir le faire. Elle a disparu en quelques secondes, s'est évanouie dans la végétation dense, en amont du camp. Je me suis retourné pour appeler le docteur Reeves et la docteure Kimball, et je les ai vus tous les deux debout à côté de la table de matériel, fixant la forêt avec des expressions de choc identiques. Ils l'avaient vu aussi, tous les deux. Pendant 10 secondes, nous avions tous vu la même chose. La docteure Kimball a dit « Est-ce que vous ?» et n'a pas pu finir sa phrase. Le docteur Reeves a dit « C'était » et s'est interrompu. Un des techniciens de terrain a commencé à dire quelque chose, et le docteur Reeves l'a coupé, disant que tout le monde devait rester calme et que personne ne devait bouger jusqu'à ce que nous confirmions qu'il était parti. Nous sommes restés là dans la clairière pendant 5 minutes, à écouter et à regarder. Rien ne bougeait dans la forêt. Pas de son, pas de mouvement, pas d'odeur. Le docteur Reeves a sorti son arme de poing, un .40 de service du DNR, et l'a tenue prête. La docteure Kimball a attrapé l'appareil photo professionnel avec le téléobjectif et l'a pointé vers la forêt, le doigt sur le déclencheur, attendant que la créature réapparaisse. Elle n'est pas réapparue. Le docteur Reeves a dit que nous devions documenter l'observation immédiatement, pendant que les souvenirs étaient frais. Nous avons passé l'heure suivante assis au camp, chaque personne écrivant indépendamment exactement ce qu'elle avait vu. Nous avons comparé nos notes par la suite. Nous 5 avons décrit les mêmes détails de base, taille entre 8 et 9 pieds, poils bruns foncés couvrant tout le corps, posture bipède, pas de cou visible,
bras plus longs que les proportions humaines, se déplaçant sur 2 jambes avec une démarche qui n'était ni humaine ni simiesque, mais quelque chose entre les deux. La docteure Kimball voulait le poursuivre, suivre la piste qu'il avait laissée, essayer d'obtenir une meilleure documentation visuelle. Le docteur Reeves a dit absolument pas, que s'approcher d'un grand animal inconnu était imprudent et dangereux. Ils se sont de nouveau disputés, plus vivement cette fois, jusqu'à ce que la docteure Kimball admette finalement que les protocoles de sécurité interdisaient la poursuite. Nous avons fini de démonter le camp dans un silence tendu. Alors que nous chargions le dernier matériel dans les véhicules, le docteur Reeves s'est dirigé vers l'endroit où la créature s'était tenue et a examiné le sol. Il nous a appelés et nous a montré une empreinte partielle dans la terre meuble près du chêne. Pas aussi nette que celle que j'avais trouvée au point 12, mais bien là, montrant clairement 5 orteils distincts et une empreinte de talon. Il a pris des photographies et des mesures, a collecté un échantillon de sol, a marqué l'emplacement sur son GPS. Personne n'a dit grand-chose. Nous savions tous ce que cela signifiait. Nous sommes retournés au poste de garde forestier en convoi, arrivant juste avant la tombée de la nuit. Le docteur Reeves a dit qu'il préparerait un rapport complet pour le DNR incluant toute la documentation de l'enquête de 3 jours. La docteure Kimball a dit qu'elle contacterait des collègues du Musée d'histoire naturelle de Géorgie et peut-être de l'Institut de recherche sur les primates du Sud-Est. Tous deux semblaient secoués, ce qui était en quelque sorte plus troublant que tout ce qui s'était passé. Hélène nous a rencontrés au poste de garde forestier et a immédiatement demandé ce qui n'allait pas. Le docteur Reeves l'a informé de l'observation, lui a montré les photographies de l'empreinte partielle. Elle a écouté sans interrompre, et quand il a terminé, elle a demandé s'il était certain de ce qu'il avait vu. Il a dit oui, il en était certain, et il mettrait sa réputation professionnelle en jeu sur le fait que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Hélène m'a regardé et m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui, ce qui fut la dernière fois que je lui ai menti, car tout ce qui a suivi ce moment était au-delà du point où mentir faisait une quelconque différence. Vendredi soir, je suis rentré à mon appartement à Dahlonega et je suis resté assis dans mon pick-up sur le parking pendant 1 heure avant d'entrer. J'étais épuisé, mais je savais que je ne dormirais pas. J'étais justifié, mais je me sentais pire qu'avant, car maintenant d'autres personnes l'avaient vu aussi, et cela le rendait réel d'une manière que je ne pouvais ni nier, ni rationaliser. J'ai passé le vendredi soir et le samedi à examiner tous les enregistrements audio de l'enquête, à écouter les vocalisations en boucle, à essayer de trouver des motifs ou un sens. À 3h14 du matin le samedi, j'écoutais l'enregistrement de l'incident du jeudi soir à 21h18, les bruits de pas que j'avais entendus juste avant d'utiliser la corne de brume, quand j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. L'enregistreur Sony avait fonctionné en continu pendant mon quart de garde, et les bruits de pas étaient clairement audibles sur l'enregistrement. Mais il y avait autre chose en dessous, quelque chose que je n'avais pu entendre que parce que j'écoutais avec un casque professionnel avec le volume monté au maximum. Une respiration. La même respiration profonde et rythmée que j'avais enregistrée à plusieurs points d'observation. Mais cette fois, elle a continué pendant plus de 2 minutes, de 21h16 à 21h18, juste jusqu'à ce que je me dirige vers le bord du camp avec ma lampe frontale. Le rythme respiratoire montrait du contrôle et de la délibération. Il montrait une conscience de ma position. Il montrait quelque chose qui m'écoutait pendant que je l'écoutais. J'ai envoyé l'enregistrement par email à la docteure Kimball avec une note expliquant ce que j'avais trouvé. Elle a répondu dans les 30 minutes, même s'il était 3h du matin, disant qu'elle n'avait pas pu dormir non plus. Elle a dit que le rythme respiratoire était significatif et m'a demandé si j'accepterais de participer à une enquête de suivi spécifiquement axée sur la documentation audio. J'ai dit oui. Dimanche 25 octobre, j'ai rencontré la docteure Kimball dans un café à Gainesville et nous avons passé 4 heures à examiner toutes les preuves audio que j'avais collectées en 2 semaines d'inventaire.
Elle avait un logiciel d'analyse professionnelle capable d'isoler des gammes de fréquences spécifiques et de filtrer le bruit de fond. Nous avons travaillé sur les enregistrements chronologiquement, et elle a établi un profil de vocalisation qui montrait des motifs et des variations, différents types d'appels pour différents contextes, peut-être différents individus en fonction des variations de hauteur et de ton. Elle a dit que les preuves étaient convaincantes mais incomplètes. Elle a dit que ce dont nous avions besoin, c'était d'un effort de documentation audio soutenu, peut-être plusieurs semaines d'enregistrement continu à l'aide de plusieurs appareils synchronisés positionnés dans toute la zone d'inventaire. Elle a dit qu'elle pourrait demander une subvention, mais que cela prendrait des mois à obtenir. Elle m'a demandé si j'accepterais de retourner là-bas, d'installer les enregistreurs, d'entretenir le matériel. Je lui ai dit que je ne savais pas. Je lui ai dit que j'avais du mal à dormir, à me concentrer, à être dans la forêt même en plein jour. Je lui ai dit la vérité, enfin, que j'étais effrayé, traumatisé et peut-être plus la bonne personne pour ce travail. Elle a dit que c'était compréhensible et qu'elle respectait mon honnêteté. Puis elle m'a dit quelque chose qui a tout changé. Elle avait reçu un appel d'une journaliste de l'Atlanta Journal-Constitution qui avait entendu parler de l'enquête et voulait interviewer les personnes impliquées. La docteure Kimball avait refusé de commenter. Le docteur Reeves avait refusé de commenter. Hélène avait refusé de commenter. La journaliste avait spécifiquement demandé mes coordonnées. J'ai demandé comment une journaliste avait pu savoir tout ça alors que tout était censé être de la documentation interne du DNR. La docteure Kimball a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle soupçonnait une fuite au musée d'histoire naturelle de Géorgie, mais que le mal était fait et que je devais décider si je voulais parler à la presse ou non. J'y ai réfléchi peut-être 10 secondes avant de dire oui. Je voulais parler. Je voulais dire à quelqu'un en dehors de la communauté scientifique ce qui s'était passé. Je voulais une validation qui ne soit pas enrobée de protocoles, de clauses de non-responsabilité et de scepticisme professionnel. La journaliste s'appelait Jennifer Martinez et elle m'a rencontré dans un dîner à Dahlonega le lundi après-midi. Elle était jeune, peut-être la trentaine, couvrait les loisirs de plein air pour l'AJC et avait déjà fait des reportages sur des accidents de randonnée et des rencontres avec la faune dans le nord de la Géorgie. Elle a enregistré notre conversation sur son téléphone et a pris des notes dans un carnet à spirale, et je lui ai tout raconté. L'inventaire, les rencontres, l'empreinte, l'enquête, l'observation. Je n'ai rien retenu. Elle a écouté sans m'interrompre, a posé des questions de clarification, a vérifié les détails. Elle m'a demandé si j'avais des preuves à partager et je lui ai montré les photographies des empreintes. Je lui ai fait écouter des extraits des enregistrements audio. Elle semblait sincèrement intéressée, ni sceptique ni dédaigneuse, et j'ai apprécié cela plus que je ne pouvais l'exprimer. À la fin de l'interview, elle m'a demandé comment cette expérience avait affecté ma vie et mon travail. Je lui ai dit que j'avais du mal à dormir, que j'évitais le travail de terrain, que j'envisageais un changement de carrière. Je lui ai dit que je ne retournerais probablement jamais dans le Chattahoochee la nuit, que j'avais perdu quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait formuler. Peut-être juste la certitude confortable que je comprenais le monde naturel que j'avais passé ma carrière à étudier. Elle m'a remercié pour mon temps et a dit qu'elle ferait un suivi avec le DNR et le Musée d'histoire naturelle de Géorgie avant d'écrire l'article. Elle a dit qu'il paraîtrait probablement dans la semaine ou les 2 semaines à venir, en fonction de la relecture éditoriale. Elle m'a serré la main et m'a dit que j'avais été courageux de partager mon expérience. Je n'ai jamais vu l'article. Jennifer Martinez m'a appelé le mercredi 28 octobre et m'a dit que sa rédaction avait abandonné le sujet. Ils ne pensaient pas que les preuves étaient assez solides, ne voulant pas publier une histoire de Bigfoot sans plus de corroboration, s'inquiétaient des implications pour la crédibilité du journal. Elle s'est excusée et a dit qu'elle avait essayé de plaider en sa faveur mais qu'elle avait perdu.
Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis dans mon appartement avec le sentiment d'avoir été à nouveau congédié. Comme si tous ceux qui avaient en vue cette créature avaient décidé collectivement de faire comme si cela ne s'était pas produit. Jeudi 29 octobre, je suis retourné dans le Chattahoochee une dernière fois. Je n'ai rien dit à Hélène, ni au docteur Reeves, ni à la docteur Kimball. J'ai juste conduit jusqu'au point 12 au coucher du soleil avec mon enregistreur Sony, ma lampe frontale et mon Glock. Je me suis garé dans la clairière où nous l'avions vu, et je me suis assis sur le haillon de mon pick-up en attendant la nuit. Je n'essayais pas de documenter quoi que ce soit. Je n'essayais pas de collecter des preuves. J'avais juste besoin d'être là une fois de plus. J'avais besoin d'affronter la chose qui m'avait terrifié et m'avait enlevé ma tranquillité d'esprit. Le soleil s'est couché, la forêt s'est assombrie, et je suis resté assis là à écouter les bruits habituels du soir, les oiseaux qui se posent, les insectes qui commencent leur chœur nocturne, une chouette lointaine qui crie, des sons normaux, réconfortants, des sons qui disaient que la forêt n'était qu'une forêt et rien de plus. À 19h23, je l'ai sentie, faible au début puis plus forte, cette odeur de chien mouillé, de viande avariée et d'ammoniac flottant dans la clairière. J'ai allumé ma lampe frontale et je l'ai pointée vers la forêt, ma main se déplaçant automatiquement vers le Glock même si je savais que je ne tirerais pas, que je ne pouvais pas tirer, que je ne voulais pas blesser quelque chose que je comprenais à peine. L'odeur s'est intensifiée. J'ai entendu un mouvement dans la forêt en amont de la clairière, quelque chose de grand se frayant un chemin à travers la végétation. Je me suis levé sur le haillon du pick-up pour avoir une meilleure vue, la lampe frontale balayant la lisière des arbres. Et je l'ai vu, debout entre deux pins, à une 50aine de mètres. Il était plus proche que lors de l'enquête, assez proche pour que je puisse voir des détails que les autres n'avaient pas vus. Les poils individuels couvrant son corps, brun foncé avec du gris mélangé autour des épaules et de la tête. Le visage était difficile à voir dans l'ombre, mais j'ai eu des aperçus. Une arcade sourcilière proéminente, des yeux enfoncés qui reflétaient ma lampe frontale comme des braises ambrées. Un nez large, pas de blanc visible dans les yeux, juste ce reflet ambré. Il est resté là à me regarder et je suis resté là à le regarder et aucun de nous n'a bougé pendant ce qui a semblé une éternité mais n'a probablement duré que 20 ou 30 secondes. Je n'avais plus peur. J'étais au-delà de la peur, dans un autre état émotionnel pour lequel je n'avais pas de nom. L'émerveillement peut-être, ou l'acceptation, ou la résignation. Puis il a ouvert la bouche et a crié. Le son était si fort et si proche que je l'ai ressenti autant que je l'ai entendu. Une onde de pression physique qui a frappé tout mon corps mais s'est concentrée sur ma tête, mes oreilles, mon crâne. Le cri était soutenu et modulé, commençant bas et s'élevant sur plusieurs octaves avant de s'interrompre brusquement. Et le volume était au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. Plus fort que de se tenir à côté d'un réacteur d'avion, d'un coup de tonnerre ou de n'importe quel son que j'avais rencontré dans ma vie. Mon oreille gauche a explosé de douleur. Pas une douleur métaphorique, une douleur physique réelle, comme si quelqu'un m'avait enfoncé un pic à glace dans le tympan. J'ai laissé tomber ma lampe frontale, j'ai attrapé le côté de ma tête et j'ai senti un liquide chaud sur ma main et j'ai réalisé que je saignais. Le monde a basculé et je suis tombé du haillon du pick-up. J'ai heurté durement le sol sur mon épaule gauche et je suis resté là, abasourdi et désorienté. J'ai vu la silhouette de la créature se découper sur le ciel qui s'assombrissait alors qu'elle se tournait et retournait dans la forêt. 4 enjambées et elle était partie. Disparu dans la végétation en amont de la clairière, s'éloignant plutôt que de venir vers moi. Je suis resté au sol, respirant difficilement, la main pressée contre mon oreille en sang, et j'ai regardé la forêt où elle avait été. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, 5 minutes peut-être, ou 10. Assez longtemps pour que la douleur dans mon oreille passe de vive à lancinante,
assez longtemps pour que le sang traverse ma main et commence à goutter sur ma veste. Finalement, j'ai réussi à me relever en utilisant le pick-up comme support et j'ai à moitié grimpé, à moitié chuté sur le siège du conducteur. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit, une main sur le volant et une main pressée contre mon oreille, la vision floue à cause de la douleur et du choc. J'ai réussi à aller jusqu'au parking de l'école de Woody Gap avant de devoir m'arrêter. Je suis resté assis là, le moteur tournant, et j'ai appelé le 911. J'ai dit à l'opératrice que je saignais de l'oreille et que j'avais besoin de soins médicaux. Je lui ai donné ma position. L'ambulance du comté d'Union est arrivée 18 minutes plus tard. Les ambulanciers m'ont chargé à l'arrière, m'ont demandé ce qui s'était passé. Je leur ai dit que je faisais un travail d'inventaire de la faune et que j'avais entendu un bruit fort, un possible traumatisme acoustique. Ils n'ont pas demandé quel genre de bruit. Ils ont juste traité le saignement, pris mes constantes et m'ont transporté à l'hôpital général d'Union à Blairsville. Le médecin des urgences a examiné mon oreille et a dit que j'avais un tympan perforé et un probable traumatisme acoustique. Il m'a demandé à quoi j'avais été exposé et je lui ai raconté la même histoire que j'avais racontée aux ambulanciers. Travail d'inventaire de la faune, bruit fort inattendu, pas de détails. Il n'a pas insisté. Il m'a prescrit des antibiotiques pour prévenir l'infection, des analgésiques et une recommandation pour un spécialiste ORL à Atlanta. Ils m'ont laissé sortir à minuit. Je suis rentré à Dahlonega, je suis arrivé à mon appartement à 1h30 du matin et je me suis effondré sur mon lit, tout habillé. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé là, la main pressée contre mon oreille bandée, à écouter les acouphènes qui avaient commencé à l'hôpital et ne montraient aucun signe de vouloir s'arrêter, un sifflement aigu qui recouvrait tous les autres sons. Vendredi matin, j'ai appelé Hélène et je lui ai dit que je prenais un congé maladie. Je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé, juste que je m'étais blessé à l'oreille et que j'avais besoin de temps pour récupérer. Elle a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin, que ma santé était la priorité et qu'elle s'occuperait elle-même de terminer l'inventaire. J'ai passé la semaine suivante dans mon appartement, ne sortant que pour des rendez-vous médicaux de suivi. Le spécialiste ORL d'Atlanta a confirmé une perte auditive permanente dans les hautes fréquences à l'oreille gauche et des acouphènes probables qui pourraient s'améliorer avec le temps, mais ne disparaîtraient probablement jamais complètement. Il m'a de nouveau demandé à quoi j'avais été exposé et je lui ai dit que je ne savais pas, ce qui était techniquement vrai car je ne savais pas ce qu'était cette créature, même si je savais ce qui avait fait le son. Il m'a équipé d'un appareil auditif, m'a montré comment le régler, m'a donné des informations sur la gestion des acouphènes et les groupes de soutien. Je portais l'appareil auditif et il aidait pour certaines fréquences mais pas pour d'autres, et le sifflement constant est devenu ma nouvelle base de référence, le son que j'entendais quand tout le reste était silencieux. Novembre est passé dans un flou de rendez-vous médicaux, de paperasse d'invalidité et de conversations avec Hélène sur les options de tâches modifiées. Je ne pouvais plus faire de travail de terrain. La perte auditive et les acouphènes rendaient dangereux pour moi de travailler seul dans des zones reculées. Hélène m'a offert un poste dans la sensibilisation du public, des programmes éducatifs dans des centres nature et des écoles, un travail qui ne nécessitait pas que j'aille dans la forêt la nuit. J'ai accepté le poste au Marietta Nature Center début décembre. C'était un travail sûr et prévisible. Faire des présentations à des groupes scolaires, diriger des promenades dans la nature en journée, tenir le bureau d'accueil des visiteurs. J'étais bon à ça. Les enfants m'aimaient bien. Les professeurs appréciaient les programmes. C'était exactement le genre de travail que je n'avais jamais voulu faire quand je suis devenu technicien de la faune. Mais c'était ce que je pouvais gérer maintenant. La docteure Kimball m'a appelé fin novembre et m'a demandé si j'avais examiné l'audio du 29 octobre. Je lui ai dit que non, je lui ai dit que j'avais supprimé tous les enregistrements de mon enregistreur Sony parce que je n'en voulais plus. Elle a dit que c'était compréhensible mais décevant car la date du 29 octobre coïncidait avec une activité anormale.
sur les pièges photographiques que nous avions laissés déployer, et elle avait espéré croiser les orodatages. Je lui ai dit d'arrêter de m'appeler. Je lui ai dit que j'en avais fini avec l'enquête, fini avec la forêt, et fini d'essayer de prouver quelque chose que personne ne voulait croire de toute façon. Elle s'est excusée et a dit qu'elle respectait ma décision, mais que si jamais je changeais d'avis, la recherche était en cours et que je serais le bienvenu pour y participer. Je n'ai pas changé d'avis. Décembre 2020, j'ai commencé une thérapie pour ce que mon médecin a appelé un trouble de stress aigu avec des caractéristiques de TSPT. La thérapeute était patiente et professionnelle et m'a aidé à développer des stratégies d'adaptation pour l'hypervigilance, la sensibilité au son et les souvenirs intrusifs. Elle ne m'a jamais demandé ce qui avait causé le traumatisme et je n'ai jamais donné les détails. Car comment expliquer à quelqu'un que vous faites des crises de panique parce que vous avez entendu un Bigfoot crier à 6 pieds de votre visage dans les montagnes du nord de la Géorgie? J'ai toujours les photos des empreintes sur mon téléphone. Je les ai regardées peut-être 3 fois depuis octobre. Elles ne prouvent rien à quiconque n'était pas là. Et même pour ceux d'entre nous qui y étaient, nous semblons tous avoir pris la décision collective de ne pas en parler publiquement. Le rapport officiel du Dr Reeves au DNR a classé l'enquête comme non concluante avec des preuves inhabituelles nécessitant une étude plus approfondie. La Dr Kimball a publié un article dans une obscure revue de cryptozoologie qui n'a reçu aucune attention de la part de la biologie de la faune grand public. Hélène ne m'a jamais demandé directement ce que je pensais avoir vu et je n'ai jamais offert d'explication. L'Atlanta Journal-Constitution n'a jamais publié l'article que Jennifer Martinez a écrit. Je ne blâme pas sa rédaction de l'avoir abandonné sans preuve physique ou témoignages oculaires corroborant de sources plus crédibles. Ce n'était qu'une autre histoire de Bigfoot dans une forêt où les gens rapportaient des histoires de Bigfoot depuis des décennies. Je travaille au Centre Nature maintenant. Je porte un appareil auditif à l'oreille gauche et les enfants me posent parfois des questions à ce sujet et je leur dis que je me suis blessé à l'oreille en faisant du travail de terrain. Je fais des présentations sur la faune locale, l'identification des chouettes et l'écologie forestière et je fais attention à m'en tenir aux espèces documentées. Rien de controversé. Rien qui pourrait amener les gens à remettre en question ma crédibilité. La nuit, quand j'essaie de dormir, j'entends encore ce cri. Pas le son réel, mon oreille endommagée ne peut plus traiter ces fréquences. Mais le souvenir de celui-ci, la sensation de celui-ci, cette onde de pression physique qui a tout changé. Je le sens encore parfois aussi, cette odeur anormale que personne d'autre ne pouvait détecter. Et je ne sais pas si c'est réel ou si mon cerveau fabrique des souvenirs sensoriels pour correspondre au traumatisme. Je ne suis pas retourné dans la Chattahoochee National Forest depuis le 29 octobre 2020. Je passe parfois devant la bifurcation pour la Forest Road 42 quand je me dirige vers le nord sur la Highway 60 et je détourne toujours le regard. Je me concentre sur la route devant moi. Je me force à ne pas penser à ce qui est encore là-bas dans ces bois. Les gens me demandent parfois si je crois en Bigfoot. Des enfants surtout, après les présentations, curieux des cryptides et des phénomènes inexpliqués. Je leur dis que je crois qu'il faut suivre les preuves scientifiques, maintenir un scepticisme professionnel et ne pas tirer de conclusions hâtives sans données adéquates. Je leur dis que ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas expliquer quelque chose que c'est surnaturel ou extraordinaire. Parfois, cela signifie simplement que nous avons besoin de meilleurs outils, de plus de temps et du courage de continuer à chercher. Je ne leur dis pas que j'ai vu quelque chose que je ne peux pas expliquer et que cela m'a coûté mon ouïe, ma carrière et probablement ma tranquillité d'esprit pour le reste de ma vie. Je ne leur dis pas que parfois, tard dans la nuit, quand les acouphènes sont particulièrement forts, je me demande si j'aurais dû rester plus longtemps au point 12 le 29 octobre, si j'aurais dû attendre pour voir si la créature reviendrait, si j'aurais dû essayer de communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre au lieu de rester là, terrifié.
Je ne leur dis pas que je rêve d'elle parfois. Cette silhouette sombre se déplaçant à travers les arbres, ses yeux ambrés reflétant ma lampe frontale, la respiration contrôlée qui disait intelligence, conscience et intention. Je ne leur dis pas que dans les rêves, je n'ai plus peur. Je suis juste curieux, et la créature est curieuse aussi. Et nous essayons tous les deux de comprendre quelque chose qui défie l'entendement. Je ne leur dis rien de tout cela parce que ça n'aiderait personne, et ça me ferait juste passer pour instable, traumatisé, ou les deux. Ce que je leur dis à la place, c'est ceci. Le monde naturel est plus vaste, plus étrange et plus mystérieux qu'on ne le pense. Et parfois, la chose la plus scientifique que nous puissions faire est d'admettre ce que nous ne savons pas et de continuer à chercher des réponses même quand ces réponses nous effraient. Et puis je passe à la question suivante, à la présentation suivante, au groupe d'enfants suivant qui veut en savoir plus sur les chouettes, les ours, les cerfs et tous les autres animaux qui sont documentés, étudiés et dont il est sûr de parler. Les acouphènes n'ont pas cessé. L'appareil auditif aide mais ne répare rien. L'hypervigilance s'est améliorée avec la thérapie mais n'a pas disparu. Je sursaute au bruit soudain. J'évite les lisières de forêt au crépuscule. Je vérifie compulsivement mon rétroviseur quand je conduis dans des zones boisées. Je suis fonctionnel. J'ai un emploi. Je gère. C'est le mieux que je puisse dire. Parfois, je pense à appeler la docteure Kimball, à lui demander si la recherche a produit quelque chose de concluant, si quelqu'un d'autre a vu ce que nous avons vu. Je ne passe jamais l'appel. J'ai supprimé son numéro de mon téléphone il y a 6 mois parce que je ne me faisais pas confiance pour ne pas l'utiliser. Parfois, je pense à retourner au point 12, juste une fois de plus, pour voir si quelque chose a changé ou si la clairière est vide maintenant, reprise par la forêt et ce qui y vit. Je n'y vais jamais. Je reste à Marietta, je fais mes présentations, je porte mon appareil auditif, je prends mes médicaments, j'assiste à mes séances de thérapie. Et parfois, les nuits calmes, quand le centre nature est fermé et que je ferme seul, je me tiens sur le parking et je regarde la lisière des arbres au bord de la propriété, et je me demande si quelque chose me regarde en retour. La partie rationnelle de mon cerveau dit non, dit que la zone urbaine de Marietta n'est nulle part près de la nature sauvage et reculée du Chattahoochee, dit que je suis paranoïaque, traumatisé, et que je vois des menaces qui n'existent pas. Mais l'autre partie, celle qui s'est tenue à 6 pieds dans de quelque chose qui ne devrait pas exister, qui l'a entendu crier et a senti son tympan se rompre sous la pression sonore. Cette partie-là, c'est mieux. Cette partie sait que ce n'est pas parce que nous avons cartographié les forêts, catalogué les espèces et construit nos centres d'interprétation que nous comprenons tout ce qui vit dans les espaces que nous n'avons pas regardé d'assez près. Cette partie sait que je m'en suis bien sorti, que je m'en suis tiré avec une perte auditive et un TSPT alors que j'aurais pu m'en tirer avec bien pire, ou ne pas m'en tirer du tout. Cette partie sait que je passerai le reste de ma vie à écouter des bruits de pas qui ne devraient pas être là, à sentir des odeurs que personne d'autre ne peut détecter et à me demander si ce cri du 29 octobre était un avertissement, une menace, ou juste une communication que je n'étais pas équipé pour comprendre. Le poste au centre nature est temporaire, je le sais. Finalement, je devrais décider si je reste dans le domaine de la faune avec des capacités modifiées ou si je quitte complètement le secteur pour recommencer dans quelque chose de complètement différent. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois, une présentation à la fois, une question d'enfant à la fois. Et j'essaye de ne pas penser au fait que nous avons laissé 15 pièges photographiques déployés dans cette forêt, que la docteure Kimball les vérifie toujours tous les mois, que personne ne m'a dit ce qu'ils enregistrent et que je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. J'essaie de ne pas penser au fait que les populations de chouettes rayées dans le Chattahoochee continuent de décliner, que personne n'a terminé l'inventaire que j'ai commencé et que peut-être il y a une raison pour laquelle ces chouettes disparaissent,
qui n'a rien à voir avec la perte d'habitat ou le changement climatique. J'essaie de ne pas penser au fait que quelque part dans les montagnes du nord de la Géorgie, il y a quelque chose qui se déplace dans la forêt la nuit, pour lequel nous n'avons pas de nom, quelque chose de territorial, de puissant et d'assez conscient pour savoir quand il est observé, et que c'est moi qui ai attiré son attention. Mais j'y pense quand même, chaque jour, chaque fois que mes acouphènes s'intensifient, chaque fois qu'un enfant me demande si les monstres sont réels. J'y pense, je touche mon appareil auditif, je me souviens de ce cri et je connais la réponse, même si je ne peux jamais la dire à voix haute. Oui, ils sont réels, au moins l'un d'entre eux l'est, et j'ai la perte auditive permanente pour le prouver même si je n'ai rien d'autre.